It's murder and wine. Des meurtres et du vin. Hello. Salut. Bonne soirée. Ou bonne journée. Ou au revoir. Ou Pas bon encore. matin. Ouais, ça se dit pas. Même moi, je sais pas. Ouais. Ça se dit, ça se Good dit pas. morning. Oui, mais bon matin, Bon matin, ça se dit pas. ça se dit pas. Excusez-nous, on a déjà eu... Deux verres. Ouais, deux verres de vin. Voilà. J'ai voulu mentir. J'ai voulu mentir. Alors, moi, j'assume, hein, on a 2 verres de vin. T'as raison. Et on va passer... alors, en fait, on s'est appelé Des meurtres et du vin, mais pour fêter notre 3e épisode et des 29 écoutes. J'adore parce que y a rien à fêter. C'est le 3e On n'a même pas mis le épisode. 2e épisode en ligne. Non, c'est juste le 3e épisode. Qu'est-ce qu'on va boire pour le Non. 10e? En fait, en vrai, je vais aller faire mes magasins dans un certain supermarché. Donc, on va pas rester nommé. Je suis pas fan de leur vin. Mais ils ont une petite saumure brute que je trouve relativement sympa. Mhm. Et je me suis dit, des bulles. Ça Oui, des rentre dans bulles. la catégorie. C'est fait avec Raisin? du vin. Oui, Du vin. Oui, c'est fait avec du raisin. Donc, du coup, je pense que ça passe. Oh, ça a dû être oui. très fort, ça. Go. Excusez-moi. Voilà. Merci. Splashy, splashy. Oh, je te trouve un peu large là. Voilà. Merci. Excusez-moi, madame. Merci, madame. Et donc, ça va? Ça va, j'ai hésité, tu vois, à faire l'intro parce que donc on a notre super ingénieur, super ingénieur son Bruno. C'est un amour. quoi. Merci. Sans lui, on saurait vraiment pas ce qu'on fait. Donc, C'est vraiment le cas de le dire. c'est complètement ça. Voilà. Et sa chérie Mag qui ont écouté donc le premier épisode et qui se sont complètement foutus de ma gueule de la manière dont je disais bonsoir, alors qu'est-ce qu'on fait là? Je tiens à dire que on avait déjà bu aussi pour le premier épisode, on était en retard. On a bu pour chaque épisode, c'est le thème aussi mais du avant de podcast. commencer, Avant de commencer, il faut que ça soit c'est le lubrifiant de la parole, tu vois. Mhm. Et moi, ça m'allège pour parler des meurtres et surtout, ça m'aide à survivre les tiens. Alors oui, je sais, j'ai été un peu hard la semaine dernière, sur l'épisode 2. C'est pour ça que j'ai choisi un truc un peu plus léger, donc tu verras, j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi. J'apprécie. Il n'y a pas de souci. Bon. Et sinon, tu avais un sujet, mais tu voulais en parler, mais tu t'en souviens pas. Je m'en souviens pas, donc on verra ça pour l'épisode 4, parce que vraiment, mon cerveau veut pas marcher, là, en fait. Peut-être que pendant l'épisode, ça va recommencer ça à va marcher revenir. et ça revient. Ou pas. hein, Ou pas. C'est pas On grave. s'en fiche. Non, ouais, c'est pas grave. Peut-être que dans mon histoire, il y aura quelque chose qui te rappelle. Il faut absolument que je te parle de ce compte Tu peux Instagram. interrompre. C'est aussi le truc. Ouais. Tu as le droit d'interrompre, d'intervenir. Après, j'ai trouvé un compte Instagram qui regarde les épisodes. Tu te souviens de la série, je crois que ça s'appelait 7 à la maison, Seventh Alors, Heaven, je pense que j'ai vu 2 épisodes en passant. Parce avec le pasteur. Oui, mais à l'époque, on n'avait pas Internet et le streaming et toutes les Netflix Oh, et mon tout Dieu. ça. Tu n'avais que la télé. Donc, il a dû m'arriver de passer dessus 1 ou 2 fois, mais c'était tellement mauvais que je ne suis pas restée. Donc, je ne connais vraiment pas du tout l'histoire. Je ne savais même pas qu'il y avait un pasteur, par exemple. Mais il y avait une actrice connue, là. Oui, la femme de Justin Timberlake. Non. Jessica C'était dedans? Biel. Oui. Ah non, tu vois, même ça, je connais pas. Jessica Biel. Non, moi, je parlais de l'autre, mais pas très connue en France, peut-être. Mais genre, dans les années 90, elle était connue. Elle n'est pas du tout connue maintenant. Ah, non. Et c'est peut-être même pas cette série. Bref, compte Instagram qui renvoie tous les épides de cette série avec un pasteur et la famille d'un pasteur où ils sont tous genre. Tu vois, c'est il faut des que tu épisodes t'enlèves de d'Insta, merde. toi. Ouais. Est-ce que tu me regardes? De merde, où genre t'as le fils qui va cacher un joint pour ses amis et c'est le scandale Ah oui. de l'épisode. C'est génial. Quand le J'adore. monde était plus simple comme ça, tu vois. C'était pas Euphoria que j'ai pas regardé non plus. Moi mais non plus. apparemment, c'est déchaîné. Bah apparemment C'est les jeunes d'aujourd'hui. Oui, ouais. Et alors que nous aussi, on faisait ces choses-là quand on était jeunes, mais c'est vrai que tu t'es chopé avec une sais pas. fucking weed cigarette. Oui. Cigarette. Et là, c'était. Fin du monde. Tu pensais que t'allais finir en prison. Ah ben oui, mais t'allais finir en Ah prison. oui. C'est ce que nous racontait Gateway Drug. Complètement. Ouais, ça allait mener à tous les autres drogues. C'est pas faux. Mais c'est pas très vrai. Voilà, j'ai pas fini en prison, quoi. Voilà. Et Dieu sait que. Ah, Et sinon, Et donc en série, qu'est-ce que tu regardes toi en ce moment? ah ben, celle que je te dis de regarder à chaque fois. Oui, faut que je Daisy me mette. Jones and the Six. Ouais, c'est super, en fait. C'est une sorte de faux parodie sur Fleetwood Mac, un super groupe des années 70 qui était très tumultueuse, qui a fait vraiment des ballades des années 70 que j'adore. Et c'est une série limitée et il y a eu plein de Mumford & Sons et d'autres artistes qui ont fait la musique. Et franchement, ils ont vraiment bien travaillé pour reproduire ce son. C'est une jolie histoire d'amour, de personnalité dans les années 70. Franchement, il est top. Moi, j'ai bien aimé cette série.
Et comme toi et moi, on avait adoré Almost Famous. Ça oui. s'appelait Almost Famous en Almost français Famous. Presque célèbre, Ah, oui, ben voilà. tout simplement. Et ben, ce film-là, il était chouette. C'est un peu dans ce même veine, mais un peu plus long, parce que c'est une série. Moi, je regarde The Offer. Je connais pas. En fait, c'est sur la production du Parrain. Avec, j'allais dire Martin Scorsese. Pas du tout. Avec Francis Ford Coppola, avec le producteur et tout. C'est fantastique, c'est génial. Franchement, Ah ben, je moi, te le conseille. j'adore ces films. C'est top. Je trop bien. les adore. Trop Mais bien. apparemment, c'était compliqué parce que Marlon Brando était aussi un acteur à cette époque compliqué. Eh ben, ça parle de tout ça, en fait. Oui, ben voilà. Et ça, c'est connu. trop bien. Et le gars qui fait Marlon Brando, franchement, au début, j'étais là, gars, enfin, c'est... Ah, t'as une reproduction, c'est pas une sorte de documentaire? Non, c'est une série. Interesting. Et c'est super bien fait. Franchement, The Offer. The Offer. Ok. Je vous le conseille. Noté. Voilà. Et Bon, sinon, ouais. pas plus, hein. Pas plus, moi non plus. Voilà. Voilà, on va commencer. Tu commences. Alors, attends. Pourquoi Tu mon classes- histoire de ce soir? Ah. Alors, c'est une histoire française. Hey, Cocorico. Mais seulement parce que, franchement, j'en ai marre de traduire en même temps que je suis en train de parler. Donc, je suis allée chercher une histoire française. Non, je peux traduire avant. Oui, il faut le traduire, mais j'ai pas fait ça les dernières fois. J'ai traduit pendant que j'étais en train de faire. Donc, c'est un peu compliqué et je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc, là, ça sera mieux, j'espère. Et aussi, alors ça, c'est une histoire rigolote. Je pense que je vais parler souvent de mon mari et son obsession avec les meurtres. Parce que, en fait, il y a 2 épisodes de Faites rentrer l'accusé où il connaît, où il a une relation. Voilà. Non, Faites rentrer, c'est son vrai kiff. Mais il écoute, on l'a tous les jours, apparemment. Ça, j'ai appris après notre premier épisode. Tous les jours. Ah oui, tous les jours. Non, il adore. Ah ouais. Et donc, là, c'est ce mec-là, en fait, c'est un ami de son meilleur ami à mon mari. Il était son témoin de mariage, là, à son meilleur ami, et cet ami le connaît, ce mec. Oh, Donc, il y a une autre épisode de Faites rentrer l'accusé, mais chose que je raconterai jamais parce que c'est peut-être le pire que j'ai jamais vu. Mon mari vient de Millau dans l'Aveyron. Et il a donc connu une des personnes tuées, et il y a un épisode de Faites rentrer, mais c'est vraiment très triste, et c'est... Moi, tu sais, j'arriverai pas. Donc, celle-là, je l'ai choisie parce que elle rentre dans le cadre des histoires que je trouve relativement intéressante. Ouais. C'est l'histoire de Edwidge Alessandri. Tu connais? Non, Alessandra, je connais pas. Alors, j'ai puisé dans les sources affaires judiciaires. Bon, c'était nul à chier. Enfin, bon, excusez-moi, c'était pas super. Genre, on fait attention à ce qu'on dit. Un peu. On a dit putain à peu près 28 fois. Ouais, enfin, c'était limite, quoi. Toute l'histoire a été racontée assez rapidement, mais j'arrive pas à trouver l'épisode de Faites rentrer sans rentrer dans le truc où je dois m'abonner, donc non. Ah, ok, d'accord. Et j'ai utilisé des articles dans Le Parisien, et puis mon mari qui s'est souvenu tant mieux que mal parce qu'il n'a pas de mémoire, un peu de l'histoire. Je vais pas le juger. Merci. Alors, dans la nuit du 16 juillet 2000, Richard Alessandri est tué à coups de fusil dans son lit pendant son sommeil. The end. Ouais. Merci, au revoir. Bonne soirée. C'était chouette. Maintenant, je peux juste boire, quoi. Oui. Même pas besoin de me concentrer. Top. Non, c'est pas la fin. C'est le début. Alors, Edwidge affirme, donc Edwidge, c'est la femme de Richard. Ok. Et donc, elle affirme avoir été réveillée par le coup de fusil. Elle entend « Merde, le coup est parti, tirez-vous ». Elle dit avoir vu un homme partir, mais elle ne peut pas le décrire. Bon, jusque-là, rien d'extrêmement choquant. Donc, Richard et Edwidge, mariés et femmes, ils vivent à Pernes-les-Fontaines, près de Carpentras, dans le Vaucluse. Ils ont une maison luxueuse où vit Edwidge, son mari Richard, qui est le beau-père de Johan, donc le premier fils d'Edwidge, et leur enfant Brice qu'ils ont à tous les deux. Donc, Edwidge et Richard se rencontrent en 1982 à l'université de Aix-en-Provence. Elle a déjà son fils Johan, mais elle tombe folle amoureuse de Richard, et donc elle quitte son mari et se marie avec Richard. Richard Alessandri, c'est qui? Donc, c'est le victime, mais c'est aussi un propriétaire d'un Intermarché de 40 employés. C'est un entrepreneur connu, il est ambitieux, il est avisé, il est sérieux, c'est un meneur d'hommes, on raconte de lui. En fait, toutes les descriptions qu'on va voir de lui, je dirais des accolades et de bonnes choses à dire de lui. Enfin, pas grand-chose à dire de mal. Ok. Et Edwidge, à leur rencontre, et puis même aujourd'hui, était en admiration, selon ses dits. Mais cependant, leurs réussites sont à deux. Edwidge, elle travaille beaucoup aussi dans le supermarché dont ils sont propriétaires, et les proches le reconnaissent également. Mais par contre, leur part dans les affaires sont pas égaux. 70% est retenu par Richard et seulement 30% par Edwidge.
Donc là, les histoires que j'ai lues ou entendues sont un peu différentes. Aussi, l'histoire que l'on rencontre aujourd'hui n'est peut-être pas le même que celle que les personnes ont vécue en 2000, forcément. L'histoire, ça fait 23 années, donc peut-être que ça a un peu été modifié. On disait à cette époque-là que Richard était en conflit avec son beau-fils et que Edwige le défend tout le temps. Mais Johan a aussi eu des réclamations comme quoi Richard était mon deuxième père. Donc, c'est un peu deux histoires un peu en conflit. Okay. Donc là, on a le frère, donc il y a la famille de Richard qui en parle pas mal à la presse. Donc Loïc Alessandri, frère de Richard, il raconte les violences d'Edwige. Alors, il raconte des bouteilles jetées contre le mur et un renversement d'un tabouli sur la tête de Richard. En gros, oui, exactement. C'est exactement ma réaction. Parce qu'en gros, on est d'accord, il dit ça pour raconter qu'on avait des antécédents violentes. Mais en fait, un jet de taboulé, en vrai, pas... on est d'accord. Je trouve que citer ces deux exemples, ça n'a rien à voir avec le meurtre. Enfin, je veux dire, tu passes pas à jeter la taboulée. Un tueur en série, il passe pas à jeter un spaghetti contre le mur et après il viole et il tue. C'est quand même un peu c'est pas la suite logique. Et par ailleurs, franchement, si moi, on me tenait à ça dans mon couple, si jamais quelque chose arrive à ça, très clairement, je suis suspect number one. Parce que, coupé. De toute façon, je l'ai pas tapé, j'ai pas jeté un taboulé, mais j'ai jeté un téléphone une fois. Enfin, je veux dire, c'est peu, quoi. C'est toujours le conjoint ou la conjointe. On est d'accord. Voilà. On dit toujours que c'est le conjoint. Mais bon, Edwige, sans déconner, après son jeu de taboulé. Voilà, non, explique que leur dispute, c'est comme ça, c'est leur façon de vivre, c'est leur couple, mais ils vont toujours vers l'avant ensemble, en fait. Et franchement, ça me semble pas déconnant ce qu'elle raconte, parce qu'il y a beaucoup de couples qui vivent comme ça, en fait. Donc, voilà, ça me choque pas. Donc, le lendemain du meurtre, alors ça, j'adore cette partie de l'histoire, elle appelle sa belle-mère. Alors, c'est une sacrée caractère, la belle-mère, à en voir ses diverses interviews dans la presse. Alors, elle lui raconte que Richard a été tué, sûrement par des gitans. La belle-mère, en fait, en gros, elle entend ça et tout de suite, elle accepte, elle raconte ça à la télé, mais sans gêne du tout de son racisme ou xénophobie. Genre, ah ouais, mais c'est toujours ces putains de gitans, ils arrêtent jamais. Wow. En plus, ils doivent déjà être en Espagne, ils ont dû jeter l'arme dans la Sorgue. Enfin, à mon avis, elle a regardé trop d'épisodes de Faites rentrer déjà, parce que elle a déjà fait crime, meurtre, elle a fait toute l'histoire. Ouais. Donc, je trouve ça super bizarre, la réaction qu'elle envoie vers la presse, parce que en même temps, puis d'un même souffle, elle va raconter qu'en fait, ça tient pas debout. Donc, en fait, elle fait une face à sa belle-fille et une autre à la presse où elle dit que ça ne tient pas debout parce que leur couple était terminé, sur le point du divorce et qu'ils faisaient chambre à part. Mm-hmm. Ce qui arrive. Bien sûr, bien sûr. Mais, et puis là, c'est intéressant aussi parce que Edwige, elle confirme, elle était bien dans le lit de son mari ce soir-là, qu'ils avaient même fait l'amour. Tu m'excuseras, je connais beaucoup de couples qui passent par des mauvaises phases et qui peuvent faire chambre à part, mais que c'est pas la fin de leur couple. Non, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc, voilà. En vrai, en fait, en tant que témoin, une belle-mère contre sa belle-fille, je trouve ça plutôt léger. Les belles-mères, souvent, ça se passe pas au top. Et je suis pas hyper surprise qu'une belle-mère a pas défendu sa belle-fille. Voilà. Ouais. Surtout qu'elle vit un moment difficile, la belle-mère, donc elle cherche un coupable. Bien sûr. On est d'accord. Donc là aussi, c'est intéressant parce que les enquêteurs, ils pensent que le cadavre a été... Ils commencent à soupçonner, je vais revenir sur mes pas. Ils commencent à soupçonner Edwige dès le départ, en fait, les enquêteurs. Évidemment. OK? Évidemment. Et là, les enquêteurs pensent que le cadavre a été déplacé pour le lit pour faire croire qu'il ne dormait pas seul. Et ils comptent ça comme l'élément le plus fort pour l'accuser, Edwige. Mm-hmm. D'accord? Le cadavre bougeait. Je ne sais pas comment ils le prouvent. D'ailleurs, j'arrive pas à trouver des infos. Ouais, ce que j'allais dire, comment tu peux dire que... Non, mais on ne trouve pas, dans ce que j'ai regardé en ligne, des explications à ça. Alors, peut-être que le corps n'a jamais été bougé ou que Edwige, quand ça s'est fait, elle a poussé son mari voulant le réveiller ou voir s'il était vivant. Enfin, voilà. Juste ça, quoi. Mais ce qui est vraiment super bizarre dans mon enquête, super approfondie et professionnelle. Pardon. Attention, ça, on va voir. Voilà. À aucun moment, on parle des traces du sang sur Edwige ou dans la chambre. Et moi, j'aurais pensé, parce que j'ai regardé toutes les saisons de Dexter, même la nouvelle merdique qui est sortie. Horrible, la dernière. Voilà. Horrible, mais vraiment mal fait. Genre, les traces de sang dans la neige.
N'importe quoi, jamais on en parle. Bref, passons. Je reviens sur l'histoire. J'adore Dexter. Donc, on parle pas du sang de Richard, ni dans la chambre, ni sur sa femme Edwige. Et il me semble quand même que ces éléments-là auraient pu démontrer par un corps bougé, il y aurait eu le sang qui glisse. Enfin, Mais quelque chose. quelque chose. Voilà. On n'en parle pas. Bref, Edwige a dit que c'est par la fenêtre que les tueurs ont dû rentrer. Elle dit qu'il y a des pots de fleurs qui ont été bougés dehors. Mais la police, à cette époque, insiste que les traces des pots bougés, ça colle pas au dossier. Aussi, ils disent qu'il y a des pétales dans la chambre et que ces derniers sont intacts et pas écrasés. C'est-à-dire, les personnes auraient passé sur les pots de fleurs, ils auraient fait tomber les pétales, ils les auraient écrasés en passant, mais qu'ils sont intacts. Et donc, les enquêteurs soupçonnent une mise en scène. Peut-être que c'est cette idée de mise en scène qui vont pas poursuivre deux pistes pourtant très importantes dans cette histoire. Des traces de pas dans le jardin et des mégots de cigarettes trouvés dans le jardin également. Ils vont Ma gueule. pas les inquiéter du tout. Rien. Mais en plus, enfin, je suis désolée, mais quand tu rentres dans par une fenêtre et que t'as raclé un bouquet ou un buisson de fleurs, tu vas pas forcément après marcher sur la pétale que t'as fait tomber. C'est ridicule. C'est complètement Je sais pas, ridicule. mais en fait, c'est-à-dire qu'ils ont vu certaines choses et que peut-être que c'est vrai ce qu'ils ont vu, mais ils ont été négligents dans le sens qu'ils n'ont pas regardé d'autres choses en profondeur. En fait, ils ont fait leur coupable de suite. Ouais, mais Et on c'est va là le où il y a voir un dans souci. l'histoire. C'est là où il y a un souci. Donc, après 4 mois de l'enquête, ils viennent arrêter Edwige, qui ne comprend pas comment ils arrivent à cette conclusion. Et les enquêteurs prennent son attitude, alors parce qu'il y a beaucoup de l'attitude de la femme dans ça. Tu vas voir que Edwige, c'est un bon suspect, en fait, au final. Et il la prend son attitude comme un défi, presque genre, comment vous avez su? Alors que, en fait, elle est pas du tout dans cette attitude, elle est choquée qu'ils arrivent à l'accuser. Donc, le 28 novembre, Edwige et ses 2 fils sont placés en garde à vue. Et comme ils n'ont aucune preuve matérielle, là, on est d'accord que là, il n'y a aucune preuve matérielle. C'est des soupçons, c'est des idées, c'est des opinions. Eh bien, c'est la seule manière qu'ils ont pour pouvoir les interroger, la garde à vue. Donc, au final, c'est qui garde à vue, qui craque? Mais c'est Johan, le fils, qui est il doit avoir tout juste 18 ans, tout juste. Au bout de 41 heures, de garde à vue, il passe aux aveux, entre guillemets, et il accuse sa mère de meurtre. D'accord? Oui, à un moment donné, il va donner ce qu'il veut. Quoi. Alors, passons sur le fait que l'interrogation, que la police, ils ont rien du tout. Donc, ils interrogent la maillon faible sans avocat, forcément. Il n'a pas d'avocat. C'est tout le temps comme ça. C'est pas surpris qu'il craque. Et puis, il faut parler aussi du fait, là, c'est un gamin qui voit sa mère, enfin, son beau-père qu'il connaît depuis qu'il est né, en fait, voilà, dans l'histoire, qui a été tué dans leur maison. Ça doit créer du PTSD pour toute la famille. Lui, les jeunes inclus. Et que, en fait, ça doit être terrible ce qui lui arrive. Donc, qui craque, c'est pas surprenant du tout. Et en plus, il raconte une histoire. Il raconte qu'ils ont caché l'arme, mais en fait, ils ne retrouvent jamais l'arme que, soi-disant, ils ont cachée. Et il dit aussi qu'Edwige lui a demandé de modifier la scène du crime. Alors, Edwige est forcément formellement accusée après ça, mais elle, c'est magnifique. Sa première réaction, c'est d'envoyer une lettre à son fils, parce qu'apparemment, elle ne peut pas l'appeler. Et elle lui reproche rien parce qu'elle a subi aussi son garde à vue, mais avec son vécu d'adulte, on est bien d'accord. Et elle comprend tout de suite ce qui est arrivé. Elle dit, mais mon fils, t'inquiète pas. Et dès que Johan sort, dès sa libération, il se rétracte, forcément. Et depuis donc l'année où c'est arrivé, il n'a jamais accusé sa mère de nouveau. Et Edwige confirme que la piste des rôdeurs n'a jamais été poursuivie. Donc les deux n'ont jamais flanchi. Mais la famille de Richard continue de l'accuser. Ils disent qu'elle a fait ça pour l'argent. Alors, puisqu'après le meurtre, alors ça, j'adore. Donc ça, c'est désolé, on peut pas dire que l'histoire des femmes, elle change, mais c'est sûr qu'il y a 20 ans, c'était comme ça. Après le meurtre, Edwige reprend les affaires en main de leur couple. Genre, normal, quoi. C'était leur affaire à deux. Ils veulent qu'ils perdent aussi l'entreprise. Elle perd son mari, elle perd l'entreprise. Et puis, qui d'autre va prendre... C'est quand même leur entreprise. Elle détient 30% des points. De départ, pardon. C'est un peu logique. Ils travaillent ensemble depuis 20 ans. Enfin, c'est beaucoup de misogynie. Hein. Donc, le frère explique qu'elle a de suite pris les rênes de la comité de direction. Normal, c'est elle la seule propriétaire aujourd'hui. Hein, merde. Et qu'il a entendu, mais pas entendu lui-même, qu'elle aurait dit « c'est moi le patron ». Alors, cette phrase-là, tu sais, ouais. Mais ça les dérange, ça. Hein. On n'aime pas les femmes qui sont le boss. Les femmes, elles doivent arriver, elles doivent quand même lâcher un peu du cul, même si c'est elle le patron, quoi. Alors que c'est la vérité. C'est dérangeant, c'est dérangeant. C'est dérangeant. Voilà, donc ces phrases-là vont de plus en plus l'accuser.
La belle-mère, encore une fois, la maman de Richard, donc, se dit qu'Edwige doit mettre le chagrin de côté pour avancer. Puis après, elle revient. Donc, en fait, cette femme, à chaque fois, elle a l'impression de dire un bon truc de sa belle-fille, mais en fait, elle le poignarde derrière, mais tellement fort que tu crois pas trop à ses gentillesses. Alors, je suis un peu méchante parce que je comprends que cette femme a perdu son enfant, et ça doit être une terrible affaire. Mais il y a une femme qui a aussi perdu son mari, quoi. Donc, et qu'on accuse de compliqué. Voilà. Et elle dit qu'on n'a jamais vu le chagrin venir, jamais un regret. Pour elle, il n'y avait que la puissance et l'argent. Et en fait, encore une fois, on démontre que la manière de démontrer ses émotions en lui-même est une accusation de culpabilité. Et ça revient souvent. Hein. Tout le C'est temps. la manière dont tu gères, alors qu'on sait très bien que les personnes réagissent différemment à la mort. Au chagrin ou à tout. Il y a des personnes qui sont immovables. Ben, moi, par exemple, je réagis bizarrement. Genre, je me suis déjà vue en train de rire à des enterrements parce que c'était nerveux. Et si j'avais été, par exemple, si ça avait été mon mari qui mourait et que je me serais mise à rire à l'enterrement, ben, j'aurais été suspect numéro 1. Je t'ai jamais raconté l'histoire quand j'ai vu la liste de Schindler. J'ai jamais vu ça. Alors, j'étais avec deux copines au cinéma. Alors, moi, je me considère la personne normale. Je pleurais. Ouais. La mort des Juifs m'a fait pleurer. C'est pas facile. Voilà. Moi, je pleurais. L'autre fille à côté de moi, mais genre... Impassible. Genre, aucune émotion, rien, pas une larme, rien, aucune émotion. Et l'autre, elle ricanait tout le long. Je te raconte pas le manque de confort que j'avais dans le cinéma, aux listes de Schindler, avec une meuf qui rigole. Voilà. Je dis, mais c'est pas vrai, vous êtes des malades. Voilà. Non, mais c'est ça. Et après, j'ai continué à être leurs amis. Oui, ça me gênait. Mais c'est ça, tu réagis pas d'une certaine manière. Du coup, tu es soit coupable, soit, tu n'as aucune émotion et du coup, tu regrettes rien et c'est bon. C'est ça. Et donc, toujours aucune preuve matérielle, mais avec tout ça, plus Edwige, il faut le dire, c'est un coupable idéal. Elle est jeune, elle est riche, elle est belle. C'est le coupable. Okay. Donc, elle fait 21 mois de détention préventive avant d'être libérée. L'instruction dure 5 ans sans apporter aucune certitude. Wow. Le janvier 2006, un premier procès à Avignon, les journaux la mettent sur la sellette. Elle est dans tous les journaux, elle est décrite dans les détails selon son apparence encore et encore et encore, son pull bleu, on en parle. Enfin, en fait, on décrit que la femme physique, on n'en parle pas d'autre chose, quoi. En fait, c'est son apparence physique l'a condamnée pour la presse. C'est souvent ça. Et donc, elle est condamnée à 12 ans de prison, peine confirmée un an plus tard en appel. Sur aucune preuve. Sur aucune preuve matérielle. Wow. La Cour de cassation, alors ça, attends, je t'explique et tu vas m'expliquer, parce que peut-être que tu sais. La Cour de cassation décide le 12 novembre 2007, donc un an plus tard à peu près, enfin 2 ans même, d'annuler le verdict pour vice de procédure. Alors écoute-moi ça. Pour une connerie du genre, un gendarme a témoigné avec un livret au lieu des feuilles à papier libres. Ah non, mais je suis pas policier, moi je sais pas de... Alors, j'ai envie de dire, dans ce cas-là, c'est déjà grave, mais quand même. Mais imagine, j'entends un Guy Georges qui est remis en liberté parce qu'on a osé relier des feuilles. Au lieu de, du coup, il a tué une fille avec des violets, mais bon, là, vos feuilles, il y a une agrafe. Richard, pourquoi tu n'as pas fait impression recto verso? C'est ridicule. C'est demandé. Alors, je dois pas comprendre la loi, hein. Je dois pas comprendre. Je pense qu'il y a un truc à investiguer, là. Moi, j'ai pas fait plus. Non, mais il y a autre chose. Il y a autre chose, mais c'est ce que je m'étais dit. Pourtant, c'est dit dans plusieurs articles et trucs, donc je reste bouche bée. Donc, il se prépare pour le 3e et dernier procès. La belle-mère en particulier veut poursuivre ce procès. On peut entendre, encore une fois, qu'elle souffre, mais encore une fois, elle poursuit sa belle-fille sans preuve matérielle. C'est quand même dans les années 2000, pas les années 50. Ouais, c'est bon. Edwige aussi s'attend à ce procès, parce que là, elle a été libérée, hein, mais elle souhaite que son innocence soit reconnue. D'accord? Et ils n'ont jamais arrêté d'essayer de prouver son innocence. Donc, nouveau procès février 2009 à Lyon, pendant lequel le président décide enfin de faire comparer cet ADN extrait des mégots des cigarettes au fichier national des empreintes génétiques. Mais, parce qu'il y a toujours un fucking mais, il n'attend pas les résultats de l'expertise pour boucler l'audience. Donc le verdict tombe. Edwige est troisième fois déclaré coupable et écope de 10 ans de prison. Et quelques semaines plus tard, un autre verdict tombe. L'ADN du mégot de cigarette correspond à celui d'un homme déjà connu pour des cambriolages. Mais non. Edwige, alors ça, c'est pas l'exemple d'un procès bâclé, d'une enquête bâclée. Enquête bâclée. Tout le monde qui cherche sans jamais chercher le vrai coupable. Enfin, bâclé. Attends, parce que c'est pas fini. Vas-y.
Donc, Edwidge Alessandri est sortie de prison en 2010 en liberté conditionnelle. Donc, elle a passé un sacré temps. Et puis, Combien de temps, là, du coup, on est alors, du coup, elle était condamnée. Elle avait 21 mois la première fois. Donc, on est sur presque 2 ans après le garde à vue. Après, le premier procès, c'est jamais 2006. Et c'était 2007. Donc, elle a passé 4 ans en prison quand même, dans tout ça. Là, en 2009, février 2009. Et ensuite, elle sort en 2010. Donc, elle passe 5 ans en prison au tout. Et puis, tous les procès, tout le stress, tout ce qui va autour, La quoi. presse. Elle est libérée en liberté conditionnelle. Et depuis ce moment, elle se bat pour prouver son innocence. Et elle est aussi engagée dans un long parcours pour la révision de sa condamnation. Alors, je vais citer un article express. Enfin, ça c'est vraiment la phrase. En octobre 2012, la Cour de révision ordonne un supplément d'information. Une fenêtre s'en trouve. Les investigations réalisées par la police judiciaire de Montpellier, Hérault, dessinent une esquisse d'un nouveau scénario pour le meurtre de Richard Alessandri. La piste de l'agression à domicile par un groupe de cambrioleurs se rechauffe. Mais, lorsqu'un nouveau juge est saisi du dossier en 2013, les policiers de Montpellier ne sont plus invités à enquêter. Ce sont leurs collègues d'Avignon et les gendarmes de Carpentras, Vaucluse, qui sont chargés du dossier, c'est-à-dire la même brigade que celle qui avait opté pour la culpabilité d'Edwidge. C'est aberrant. C'est-à-dire, en fait, au circuler, il n'y a plus rien à voir. Donc, en gros, on met les mêmes enquêtes qui l'ont condamné pour pas qu'eux, ils soient retrouvés à tort. Donc, on sait qu'il est quasi impossible de faire reconnaître les erreurs de justice. Tout le monde le sait. Donc, formellement, elle est toujours désignée coupable, malgré ça. Voilà, c'est les erreurs de justice qui continuent et on veut jamais rectifier le tir. Tu sais quoi, et ça m'agace. Bah, c'est affreux. Tu sais à quoi ça me fait penser? Non. À l'affaire de Avery. Tu te souviens ce truc-là c'était un documentaire sur Netflix. C'était sur un meurtre en fait qui s'est passé dans une espèce aux États-Unis, dans un endroit complètement paumé de redneck au possible. Et le gars, il fallait un coupable, ils l'ont mis en coupable, et pareil, que des erreurs. Oui, mais Making a Murderer. Yeah, but that was a great documentary. C'était super bien documentaire. Par contre, ce documentaire, à mon avis, il était pas tout à fait honnête. Non, et on le voit, il a quand même été retourné en prison, hein, mais bon. Mais oui, parce que depuis le début, c'était. Je sais, il le cherche. On est d'accord, mais il y a des choses que j'arrive pas à comprendre dans cette histoire. Cette affaire parce qu'elle est super intéressante. Alors, on fait une seule épisode. Je pense qu'il faut faire un épisode toutes les deux parce que c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Mais après, moi et Zaf, je me souviens, moi qui me couche genre 11h du soir au plus tard, là, j'étais devant la télé jusqu'à 2-3h du matin, même si je travaillais le lendemain, je pouvais pas m'arrêter. J'avais trop envie de voir cet épisode. Voilà. C'est horrible. C'est horrible ce genre d'affaires, de toute façon, c'est affreux. C'est affreux. J'ai un truc à rajouter. Tu t'es souvenu? Non, pas du tout. Non, j'allais juste dire que les bulles, c'est bon. Ouais. Mais par contre, quand on enregistre un podcast, c'est pas une bonne idée. Ah, ça fait... J'ai des gaz. Max. Mon fils, il adore dire ça. J'ai des gaz et après, il te pète dessus. Oui, je sais, il m'a fait ça tout à l'heure. C'était sympa. Ouais, j'aime bien péter ça. Adoré. Bon, écoute, moi, je me resserre. Et resserre-toi parce que c'est ton tour. Ah, ben tranquille, tu penses à moi un peu. Tu étais en train de parler, je regarde quoi. Tu es en train de parler. C'est vrai que tu as raison, mais bon, après, j'achèterai du vin la prochaine. Mon caviste était fermé aujourd'hui, je suis passée. Le lundi, c'est nul. Parce que là, c'est dur des bulles. Écoute, tu vas survivre, Charlotte. Oui, toujours. Allez. Alors, moi, mon histoire. Conte-moi tout. J'appelle ça parce que moi, je suis de la génération MC Solar, donc La Belle et le Bad Boy. La Belle et le Bad Boy. Donc, je vais parler de Lana Turner. Ok. Ah. Tu sais? Oui. Voilà. En fait, donc Lana Turner, pour ceux qui connaissent pas, c'était une grande actrice hollywoodienne de l'âge d'or d'Hollywood. Vraiment, c'est quand on voit les espèces de photos en noir et blanc avec les sourcils en pont, c'était ça. En arc-en-ciel. En arc-en-ciel, exactement. Elle était connue pour son rôle dans Le Facteur sonne toujours deux fois, par exemple, où elle était très plébiscitée pour ce rôle. Elle est née Julie Jean Mildred Frances Turner. Oh my God. I know. Toujours autant de... Toujours tu veux plus dire les Américains. Il y en a 3. Hein, Xavier... Attends, Maxime... Claude... Ça, c'est ce que je sais pas, il y en a 40 000. Et là, ça fait beaucoup, mais en même temps, ils prenaient les prénoms des parents là-dedans. Donc, elle est née en 1921 à Wallace, dans l'Idaho. C'est la fille unique de John Virgil Turner et Mildred Frances Cohen. Sa mère l'a eu un peu avant ses 17 ans, normal à l'époque.
Surtout dans l'Idaho. Exactement. Elle a une enfance relativement normale pour une famille middle class, on va dire. Son père était... J'aurais dû le noter parce que j'ai quand même regardé 1000 documentaires dessus pour faire cet épisode et je me souviens plus ce qu'il faisait comme métier. Mais on s'en fout en soi. Il avait un métier. On est très précis dans nos recherches. C'est du professionnalisme de bout en bout. Et il jouait aussi aux cartes. C'était un bon joueur de poker et de craps, en fait, pour se faire un peu d'argent de poche. Enfin, on est bon jusqu'à un certain point. Justement. Tout le monde a la même histoire. Voilà. Et un soir, son père est parti jouer... Alors, il y a un document qui dit au poker, il y en a un autre qui dit au craps, donc l'un des deux. Et il a gagné beaucoup d'argent qu'il a placé dans sa chaussette gauche. Et le lendemain, il est retrouvé battu à mort avec sa chaussure et sa chaussette gauche disparues. Oh my God. Et Lana avait 9 ans à ce moment-là et elle va être très touchée par cette perte. Forcément. Normal. Donc elle va déménager avec sa mère à Los Angeles pour essayer d'avoir plus d'opportunités d'emploi. J'ai envie de dire qu'entre Idaho et Los Angeles, oui, il y a une sacrée différence. Pas photo. Et en 1935, elle se fait remarquer en train de manger une glace, ou il y en a qui disent boire un coca, par le responsable de la review The Hollywood Reporter. Toujours un standard. Toujours un standard actuellement. Si c'était vraiment en 1935, elle a que 14 ans. On adore mettre des filles de 14 ans. Ouais. C'est bien sexy pour une enfant. Tu vas déjà penser à faire du cinéma. Les poils sont toujours pas sortis. Exactement, on adore. Et elle aurait célèbrement dit, quand on lui a demandé si elle avait déjà pensé à faire du cinéma, je sais pas, il faut que je demande à ma mère. Non, mignon. Mais c'était une enfant, quoi. Donc elle commence par faire de la figuration, puis le découvreur de talent et réalisateur Mervyn LeRoy la prend sous son aile. C'est lui qui lui propose de changer son nom en Lana Turner et il la casse dans son premier film. Et en soi, les retombées de son jeu sont assez positives. Elle a été remarquée par son jeu aussi, autant que par le fait qu'elle portait des sweatshirts un peu plus petits, trop petits, et que ça révélait ses formes. Donc elle se faisait appeler la Sweater Girl, la fille au pull vert, quoi. Fun fact d'ailleurs, Lana Turner, c'est la pin-up préférée des GI pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je sais pas si tu vois ce truc en fait qui est la sur le nez des avions. Oui, c'est elle. C'est elle, Tempest Turner. Et donc vous voyez une pin-up qui est en maillot sur le nez des avions, c'était Lana Turner. Donc en 1940, elle va se marier à Las Vegas avec un musicien qu'elle rencontrera sur un tournage. Elle a 19 ans et elle décide de l'épouser après juste un rendez-vous, une date. Ah, comme moi et mon mari. C'est à peu près ça. Je m'en souviens très bien. J'en suis encore choquée. Non, c'était 2 mois. C'était 2 mois. Mais ça fait 11 ans. Ouais, ça va, ça passe. Pas eu tort. Ça passe. Le mariage durera 4 mois. Donc, ouais, c'est plus logique. Voilà. Après, tu diras, c'est un peu un truc de famille, parce que mon frère, que tu connais, et ma belle-sœur, ils se sont rencontrés pendant 3 jours. C'est vrai. Et mon frère l'a fait venir en France et ils sont mariés, ça fait 16, 17, 18 ans. En même temps, je pense qu'il a pas dû rencontrer énormément de filles qui dansaient avec des strips qui sont ensemble. Non, mais alors, c'était un super first date. C'était génial. Génial, génial. Bon, bref. Mais bon, 20 ans plus tard, on en est là. Voilà. En 42, elle rencontre un restaurateur du nom de Joseph Crane, qui deviendra son deuxième mari au bout d'une semaine. Elle s'arrange. Elle n'a pas appris de ses erreurs. Voilà. Le mariage serait annulé car Lana se rend compte que le mariage précédent de Joseph n'est pas encore terminé. Il est en cours de divorce encore. Mais ils vont quand même se remarier par la suite parce que Lana apprend qu'elle est enceinte de Joseph. Donc elle va accoucher de son unique fille, Cheryl Crane. Et 1 an plus tard, elle va divorcer de Joseph. Autre fun fact, Lana aura eu 8 mariages avec 7 hommes différents. Donc tu ne vas pas tout me raconter alors. Ah, pas du tout. C'est pas le but de cet épisode. Juste que ce que ça dit, c'est qu'elle aimait beaucoup les hommes. Elle tombait amoureuse très rapidement. Je pense que les hommes l'aimaient beaucoup. Et les hommes étaient prêts à s'exploser avec elle sur leur avion. C'est qu'elle motivait quoi. Elle était plutôt, oui, voilà. Et ça lui valait une réputation d'être une femme libre qui n'en faisait qu'à sa tête. Mais dans les années 40, c'était pas ce que les hommes recherchaient. Même maintenant. Au final, on ne cherche pas trop. En 1957, pendant le tournage d'un de ses films, Lana reçoit pas mal de coups de fil et de bouquets de fleurs de la part d'un certain John Steele.
Et en fait, John Steele. John Steele. C'est là où My on name rentre is dans le Steele. John Steele. Ce n'était pas un espion de la police anglaise. Comme aurait cru. Voilà. Il s'appelait en fait Johnny Stompanato. Ah oui, d'accord, un Italien, mais qui se Et- fait passer pour autre chose. Voilà, calme-toi avec les on a Italiens. compris. Alors, de suite, Non, on mais respecte là, là, c'est l'Italie. un arnaqueur, là. Oui. Mais On le sait. Johnny Stompanato. C'est un ancien marine italo-américain, donc, qui est devenu garde du corps, puis le bras droit du célèbre gangster Mickey Cohen. Oh, sounds like a great guy. I know, I love him already. Mickey Cohen, pour ceux qui connaissent pas, il a travaillé très étroitement pour Al Capone pendant la Prohibition. C'était le enforcer de Al Capone, celui qui allait chercher les dettes en The gros. Terminator. Terminator. C'était en gros le Arnold Schwarzenegger d'Al Capone. Voilà. Et Moins nu, moins musclé. oh, c'est tellement bien. Cette scène, On incroyable. vient de les regarder tous. Avec... Bon, Max, on les a laissé regarder jusqu'au 2. Attends, Max, Mais il a vu quand même le premier où t'as... Le premier, il est vieux. Hein. Le premier, il est vieux. C'est un vieux film avec des vieux effets spéciaux. Le deuxième, quand il a fait, je crois, 91 ou 92, je sais plus l'année, il tient la route, ma belle. Il est trop bien fait sûr. encore aujourd'hui. Non, Mais mais bien James Cameron, chapeau. Excuse-moi, mais Titanic, tu es encore là. Alors, après, on est passé au troisième, on n'a pas laissé Max regarder. Zav, il a rien compris. Il y a beaucoup de voyages à travers le temps et l'histoire, elle se complexifie, mais moi, j'ai bien aimé. Ah non, le troisième était nul à chier, je reviens. C'est le quatrième, Genesis. Il y en avait 4. Et je me suis endormie pour le cinquième. En fait, on était malades ce week-end, donc on s'est fait un week-end Terminator. Ouais, je vois ça. Donc, c'était pas Terminator, mais c'était, oui. voilà, Il était Mickey habillé. Cohen pour Al Capone. Et Mickey Cohen, c'était un des deux rois de la mafia de Los Angeles dans les années 50. Donc, Mickey Cohen, en gros, faut pas s'y frotter. Ouais, faut pas le contredire. Non. Et Johnny Stompanato était un bras droit de Mickey Cohen. Donc, un gars... John Steele. John Stompanato. Donc, pas une connaissance... Ça sonne pas pareil. C'est mieux en italien. Donc, pas une connaissance très fréquentable. Et Stompanato était connu pour être un playboy et il aimait être accompagné par des actrices hollywoodiennes. Il avait les numéros de téléphone de pas mal d'actrices de l'époque. Et c'est comme ça qu'il a commencé à contacter Lana. Alors, je t'avoue, j'espère que ça se passe pas comme ça maintenant. Hein, des mecs qui stalkent des actrices et qui ont leur numéro de téléphone, je sais pas. J'ai envie d'y croire, mais j'y crois pas trop. Et il était aussi connu de la LAPD, car dans les années 50, il s'est fait arrêter au moins un minimum 7 fois de ce qu'on a dans les records. La LAPD et le milieu hollywoodien détestaient ce mec, mais pouvaient rien faire à cause de ses connexions avec la mafia, évidemment. D'accord. Donc à l'époque, Lana connaissait pas forcément son lien avec la mafia de Los Angeles, et elle commence à le dater. Et Stompanato lui a apparemment dit, j'ai du mal à dire son nom, ça me perturbe. Stompanato. Une fois qu'elle a compris pour qui il travaillait, il lui aurait dit: si je te l'avais dit au début, tu ne serais jamais sorti avec moi. Maintenant que je t'ai, je ne te laisserai jamais partir. Ça donne un peu C'est une... super, mec. C'est Ouais, romantique. ça donne vraiment... Moi, j'aime les histoires d'amour. Ça donne la suite, quoi. Ah ouais, c'est beau. Lana était mal Barrée. tombée. Mais après, Lana disait qu'elle était attirée beaucoup par un peu des voyous comme son père, quoi. Ça, c'est tout un épisode sur les problèmes de type. Merdique. Les mecs merdiques. Voilà. Donc, leur relation était très chaotique. Ils se battaient très souvent, forcément, ils se criaient dessus et ils se réconciliaient passionnément juste après. Donc, quelque chose de très sain. Hein. D'accord. Et aussi, Lana payait pour tout. Ben, forcément. Bah oui, sinon, c'est pas drôle. Alors, en même temps, il doit avoir des ronds, ce mec. Mais bien sûr qu'il doit avoir des ronds, mais c'est Lana Turner, elle en a plus que lui, je pense. Ouais. Donc, Pas forcément. Je sais pas comment ça marche. je sais pas, il faudrait qu'on demande à des gens. Mickey? Ben, en même temps, le gars, il travaille pour le plus grand gangster de l'État de Californie. Non, à mon avis, il devait avoir pas mal de thunes. Qui ont vachement de thunes. Ouais, Donc, ouais. Entre on va Hollywood pas et ne la pas le mafia, payer les pour deux être le bras avaient- droit d'Al Capone. Enfin, Non. Ou sinon, on a grave exagéré son poste au Son sein poste, ouais, c'est ça. du mafia. Et pendant toutes les altercations qu'ils ont eues, sa fille Cheryl, malheureusement, était témoin de tout. Une histoire dit qu'en 1957, elle tournait un film à Londres pendant que Stompanato était resté à Los Angeles et espérait que la distance allait aider à se sortir de cette relation. Sauf que Stompanato entend une rumeur comme quoi elle s'entend très très bien avec son costard. Donc Stompanato book un avion, débarque sans prévenir sur le set, genre furieux, et il commence à étrangler Lana de rage.
il Je l'étrangle. l'ai entendu cette histoire. Et son costard... Il a le droit de voler à l'international. C'est-à-dire, le gars, il a jamais été mis en tôle Non. ou rien. Il a Non. encore... Enfin, c'est fou. Bah après, il y avait des mafieux qui étaient très forts pour ça, dans le sens où ils étaient juste pris pour des petits Oui, c'était une autre époque. délits. Et voilà, et en soi, pour Oui. qu'on t'annule ton Oui, passeport, puis il fallait faire un truc il plus faisait aussi des pots de... gros. Des pots de vin. Des pots de vin aux Exactement. policiers et tout le reste. Donc, il se faisait jamais choper. Donc là, il étranglait Lana sur le set de son nouveau film. Sean Connery, qui était son costard, à Lana, a forcé Stompanato à sortir du set. Ouais, Sean Connery, mon James Bond préféré. C'est le meilleur James Bond. Si vous n'êtes pas d'accord avec le fait que Sean Connery est le meilleur James Bond, arrêtez d'écouter de suite, parce qu'on va pas être Vous potes. n'êtes pas le bienvenu. Non, pas du tout. Donc Lana a même appelé Scotland Yard et l'a fait déporter. Ah ouais. Elle l'a fait Bon, déporter, mais à son retour aux États-Unis, ils se sont réconciliés et ils partent en vacances au Mexique. Genre tout va bien. Well, not a good idea. Arriba. C'est pas une bonne idée. Arriba. C'est not une bonne idée. C'est Le un peu- Mexique, c'est pas terrible, tu ce que je viens de disparais, faire. quoi. Enfin, c'est pas vrai ce que elle je n'a dis. pas disparu. Tout Ok, va bien. ok. Ils ont juste fait des vacances au Mexique. Ah, c'est bien. C'est Oh. sympa. J'ai été plusieurs fois. Je suis toujours revenue aussi. C'est bien, je suis fière de toi. En mars 1958, Lana va aux Oscars pour la seule nomination de sa carrière et elle y emmène sa fille, Cheryl, au lieu de Johnny. Et bien sûr, quand elle rentre chez elle ce soir-là, elle se fait agresser parce qu'il comprend pas pourquoi Tu t'as te pris ta rends compte fille. d'une super soirée de ta vie et le mec, il t'agresse. Enfin, moi, je la comprends. Non, mais l'ego du mec. Ouais. Genre, pourquoi tu as Is it osé- about you? Ah, Tout ne te concerne pas. en fait, c'est Laisse-la ça. vivre quelque chose avec sa fille. Le problème avec ce genre de... je vais dire mec, hein, désolé, parce que c'est souvent le cas, c'est un problème d'ego, ça ne te concerne pas à ce moment-là, ça concerne ton partenaire et ta partenaire. Bref, c'est une plus longue histoire. 8 jours plus tard, il sera mort. Tin, 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 tin. Je suis pas surprise. En fait, je hoche la tête. Je suis énervée. Oui, ça s'entend pas. Pardon. Hoche. C'est n'importe quoi, je suis énervée. Le 1er avril, une autre bagarre violente se déclenche entre les amants chez la mère de Lana. Il la frappe au visage et il menace de la tailler au visage, justement de la taillader pour ruiner sa carrière. You son of a bitch. Cheryl, bien sûr, a tout vu, tout entendu. Oh, oui, c'est ça, à partir de l'histoire que je me souviens. C'est Ed. Oui, pardon, j'arrête. Oh, incroyable. J'ai failli. Alors là, j'aurais été pas très Vas-y, contente. vas-y. Donc Lana aurait dit à sa Cheryl. fille qu'elle voulait désespérément le quitter, mais elle avait trop peur de ce qu'il pouvait faire si elle partait. Cheryl dira par la suite que sa mère l'a supplié de l'aider. Faut savoir que Cheryl, à ce moment-là, avait 14 ans, donc excuse-moi, mais comment tu peux aider ta mère, Tu peux qui est pas. une adulte C'est contre un homme qui est déchaîné, qui est un adulte aussi. fou de rage. Bah, bon, bref. Et qu'en fait, tu peux pas l'arrêter. Pendant son témoignage, Lana dira qu'elle avait prévu de quitter Stompanato pour de bon cette nuit du 1er avril 1958 et elle avait prévenu sa fille que la nuit allait être agitée. Moi, personnellement, j'aurais mis ma fille chez son père, mais bon, c'est autre chose. Donc, Johnny arrive à la maison vers 20h et Lana lui dit direct « Ce soir, mister, je te donne ton ticket de sortie. » En fait, elle lui dit I'm giving you your walking papers. Yeah, c'est ça l'expression en anglais. Et ça, tu dis comment en français? I'm giving you your walking papers, c'est... Au fait, ça se dit pas. Ouais. Walking papers, c'était quelque chose... Enfin, peut-être que ça se dit. Par exemple, dans la Deuxième Guerre mondiale, t'avais comment ça s'appelait? Donc, un bulletin de sortie Ah, c'est ça. à l'école, Ok, ok, ok. et que tu as le droit pendant la journée de sortir de prison, D'accord. d'un camp d'enfermement, d'enfermement, un camp de... C'est comme en Monopoly. Genre, la non, carte... pas ça, non, ça ok, n'existe pas. pardon. Ok. Elle dit, j'en ai fini avec toi, c'est fini. Et tout est parti de là, forcément. Mhm. Encore une fois, d'après leur témoignage, Peut-être que justement, on a gardé sa fille pensant qu'il serait pas aussi vache. peut-être, genre une témoin. Donc Johnny aurait menacé de tuer Lana, Cheryl et la mère de Lana. Alors, dans ce que j'ai lu et regardé sur YouTube, il y a plein de documentaires, mais bon, c'est pas évident. Il y en a beaucoup en espagnol et en portugais. Donc, j'ai pas pu les traduire. Il faisait également des menaces de gangsters. Alors, je me demande ce que c'était. Oh, you willy-nilly.
You really Billy Billy. T'as pas déjà fait ça une fois? Si, On est obsédés ben, juste avec le ça. dernier épisode. Oh, Yellow Belly. Ah oui, en fait, tu dis Willy Billy, genre One-Eyed Willy. Et je cherchais Non. la référence. Ok, je te comprends. Maintenant, tu me fais rire. Pardon. Voilà. Mais avant, pas du tout. Non, mais je comprenais pas, en fait. T'avais un accent, je sais de quoi elle parle. Tu sais, c'est les Français, quand vous dites des choses parfois en anglais, je ne comprends pas. Passons. Donc là, Cheryl, en fait, regardait la télé dans une chambre à côté. Et elle vient rapidement dans la chambre où se trouve sa mère. Mais sa mère lui dit « Pars, sors, Ouais. sors. » Donc Lana dit qu'ensuite, Johnny l'attrape par les bras et la secoue, tout en l'insultant. Lana dit? Oui, c'est c'est pas un procès, mais c'est un hearing après où elle... Ouais, Elle est pas morte? Mais non. Ah, pardon. Donc toi, tu n'as pas du tout l'histoire. Non, Écoute ce que je suis en train de raconter. Excuse-moi. Donc elle dit que Johnny l'attrapait par les bras tout en l'insultant. Il disait que si je te dis de sauter, tu sautes. Si je te dis de faire ça, tu fais ça. En gros, tu as intérêt de faire tout ce que je te dis, en fait. Sinon, je vais te tailler ou t'estropier. T'estropier, ça veut dire quoi? C'est genre te couper un membre, Ah, t'estropier, j'avais dit des pieds, te couper un pied. te couper ce que tu veux. D'accord. Donc Cheryl, à ce moment, aurait été chercher à la cuisine elle était dans la cuisine pour attraper un couteau que sa mère venait d'acheter, qui était sur un comptoir. Et elle dit, pendant l'espèce de procès qu'il y a eu après, il y avait un couteau sur le comptoir, je l'ai pris et je suis remontée dans la chambre. Je vois à ce moment la porte s'ouvrir violemment et je vois John venir vers moi avec ses mains en l'air. Je lève le couteau et il s'avance dessus. Donc il s'avance et il se fait transpercer par le couteau, en fait. Genre, en gros, il a marché dans le couteau. Il a marché dans le couteau. Et il a regardé et il a dit, mon Dieu, Cheryl, qu'est-ce que tu as fait? Donc Lana dit qu'elle a jamais vu le couteau. Elle croyait au début que sa fille l'avait pas frappé avec son poing dans l'estomac. Donc Lana appelle sa mère d'abord, qui, elle, appelle les secours. Donc tu vois, il y a des photos qui sont sur Google. Google, Bing, on peut pas dire. Ouais, ou tous les autres plateformes. Exactement, Ecosia. Donc tu vois un... DuckDuckGo! Non, ça existe vraiment. Si, ça existe. Un médecin qui essaye de raviver Johnny en lui admettant de l'oxygène. Don't try too hard. Mais Johnny est déclaré mort. Ah, dommage. C'est trop dommage. Je pleure un petit peu. L'autopsie révélera que la cause de la mort est un seul coup de couteau qui a traversé son foie et l'aorte, qui a provoqué une hémorragie interne. Donc j'ai envie de dire, Elle est forte. Cheryl, franchement, Elle a une carrière. BG, quoi. Elle a une carrière de ouf. Donc le père de Cheryl arrive sur la scène et sa fille lui avoue, genre, I did it, daddy, but I didn't mean to. He was going to hurt mommy, but I didn't mean to. Je l'ai fait, papa, mais je voulais pas le faire. Je l'ai fait, papa, je voulais pas le faire. Je l'ai fait pendant un an, mais je voulais pas le faire. Voilà. Des journalistes ont entendu... C'est plus long en français. Mais toujours, je crois. Des journalistes ont entendu ses aveux et les ont publiés sur tous les journaux du lendemain. Genre, I did it, I didn't mean Papa, to. je l'ai fait, papa. Donc, Cheryl va être entendue au commissariat de Beverly Hills. Elle va être retenue sous holding charge. Je sais pas ce que ça est en C'est garde à vue. Voilà, sous garde à vue. Après avoir donné son statement, la police a demandé à Lana de reprendre Cheryl car la presse avait envahi le commissariat tel des vautours. Donc, ils ont dit en gros, cassez-vous. Ouais. Cassez-vous, on n'en peut plus. On a TMZ qui est dehors, stop. Bon, c'était pas TMZ, c'était TMZ des années The 50. Hollywood Reporter. Hollywood Reporter. Cheryl sera placée dans un établissement pénitentiaire pour les jeunes en attendant la suite légale de l'histoire. Évidemment, l'affaire est devenue énorme à l'époque. Une actrice hollywoodienne, un gangster. Je me souviens avoir vu des images de Lana Turner qui arrive au procès. Parce qu'elle est quand même sapée, elle est fantastique. Mais elle est magnifique. Ouais. Quand tu vois les photos de Lana Turner, elle est Quand elle arrive magnifique. se défendre, ouais, Elle est magnifique. T'as une ado de 14 ans qui protège sa mère en tuant son amant. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu peux rêver de mieux comme histoire? Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est super. Pour Hollywood, on est au C'est top. magnifique. Donc, bien sûr, les gens ne croyaient pas la version de Cheryl et se disaient que c'était pas possible pour une enfant de 14 ans d'arriver à tuer un ancien marine. Impossible. Donc, du coup, Oui, ils se mais disaient... c'est pas John Steele, c'est Johnny Stampanato, donc c'est possible, quoi. On ne dénigre pas la population italienne. Ce n'est pas dénigrer la population italienne, c'est dénigrer le gars qui se fait passer pour autre chose qu'il est. C'est un peu un menteur. Donc, évidemment, grosse Et un rumeur. gros con. Lana aurait poignardé John après l'avoir trouvé dans son lit avec sa fille.
évidemment, parce qu'il faut toujours rajouter quelque chose. Oui, il faut toujours que ce soit les femmes les vilaines. Ben oui. Après, il y a eu des lettres privées entre Lana et Johnny qui ont été découvertes et qui ont été publiées, où Lana parlait de sadomasochisme et qu'elle disait que les traitements un peu violents de Johnny l'émoussillaient, en gros. J'ai du mal avec le vin moussant. L'émoussillé. La chauffer, quoi. Ouais, il a chauffé complet. Et du coup, forcément, on est dans les années 50. Ah ouais. Non, mais On est en aujourd'hui, 58. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui, tu poses ça c'est une et femme tout de qui suite, dit, elle dit j'adore quand tu me tapes. Elle est coupable de meurtre. Bah oui. Obligatoirement, c'est obligé. Pas obligé, mais on n'est pas sorti d'affaire, quoi. Non, du coup, le 11 avril 1958, il y a eu une procédure judiciaire pour déterminer s'il devait y avoir procès ou pas pour Cheryl. Donc Lana a été interrogée, c'est là où tu as vu les photos sûrement, et elle a l'air effondrée, elle a l'air très anxieuse. Apparemment, à chaque fois qu'elle revient sur le banc avec son avocat, elle s'effondre. Elle s'est rappelée des derniers moments de Johnny et des bruits affreux qu'il faisait avec sa gorge, la manière dont il a suffoqué avec son sang, etc. Donc ça a été très dur pour elle. Mickey Cohen avait été invité à témoigner, mais il a refusé de venir parce qu'il avait peur que le meurtre lui retombe dessus. Et il avait même pas voulu reconnaître le corps de Stompanato sur les photos, parce qu'il voulait pas être lié à cette affaire. C'est pas un bon copain, hein. Bah non. Donc Cheryl n'était pas présente pour cette procédure judiciaire, mais elle a écrit une lettre qui sera lue au jury. Le jury a décidé que la mort de Stompanato était un homicide justifié. Donc elle ne sera pas poursuivie pour ce meurtre, mais elle va devenir une pupille. Protection. Voilà. Enfin, défense. Mais elle va devenir une pupille de l'État parce que ses parents seront jugés inaptes à s'occuper d'elle. Et elle sera passée dans un établissement pour jeunes et elle sera suivie en thérapie, etc. En même temps, je veux pas dire, la mère se marie, enfin, là, je peux être d'accord. C'est une femme qui a une situation conflictuelle. Elle se marie et divorce 8 fois. Elle se met avec un gars de la mafia. Donc, illégal, drogue, meurtre. Il abat, visiblement, elle peut parfois aimer ça, mais ne pas l'aimer. Quand elle décide de se séparer avec lui, elle protège pas sa fille, elle le met direct dans la voie dans le danger. Donc, la fille, elle peut pas... Lana, elle choisit sa vie, ça m'égale. Mais un enfant, les mettre en face de cette vie-là, c'est pas juste. Donc, il y a une part où je peux comprendre que Lana a pas tout, peut-être... non, mais moi non plus. Après, ça revient sur toutes ces histoires d'actrices hollywoodiennes, les mères et les filles, qui étaient assez conflictuelles. Par exemple, à cette époque-là, on est drogués, les actrices aussi. Mais oui. Il faut savoir, pour les garder Judy Garland et pour faire qu'elles se réveillent, pour qu'elles se couchent, pour faire parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de loi concernant tu vas filmer pendant 16 heures ou combien d'heures. Donc, on est réveillés, on est recouchés, on est drogués tout le temps. Donc, il peut y avoir plein d'autres choses. Donc, je dis pas. Mais il fallait quand même, il y a une protection de l'enfant qui n'est pas, à ma sens, complètement fou. Mais un historique avec les actrices hollywoodiennes de cette époque-là, genre, tu vois, je disais Judy Garland et Liza Minnelli qui étaient Judy Garland. Compliqué cette histoire. Et c'est que des trucs comme ça, genre Bette Midler. Mais pareil, elle a été Bette Midler, rien à voir. Bette Midler, c'est à notre époque. Mais Judy Garland, par exemple, elle était sévèrement droguée. Donc, elle était devenue addict à cause des studios Hollywood. Et pareil, Marilyn Monroe, pareil ça. Jane, il me semble que... Mansfield? Non, oui, c'est la même époque de Marilyn Monroe. C'est un peu après. Là, on parle d'une femme, Lana Turner, juste après. Mais il y a juste après, je pense, enfin, peut-être que je me trompe dans les années. Non, mais c'est pas... Judy Garland, c'est juste à peu près à la même époque. Genre... Mais... l'autre que tu as mentionné, ça vient après, hein, quand même. Oui, bien sûr. Mais c'est un peu ce même délire de relationnel mère-fille de cette époque-là, de ces actrices un peu. Bref. Oui. Donc, le frère de Johnny a plus tard déclaré que Lana n'avait pas tout dit et que la police a vite réglé l'affaire. En vrai, là, on a un gars qui pose problème à la LAPD et à Hollywood. Forcément, ils n'ont pas fait une enquête poussée. Ils en avaient rien à foutre. C'était genre, ouf, Lana, elle a réglé le problème pour tout le monde. Attends, elle a quand même fait un procès extrêmement médiatique. Oui, où elle était sur les unes des journaux. Elle a subi. Oui, mais c'était même pas un procès. Elle a subi sur toute la presse, mais c'était pas un procès. C'était vraiment une procédure judiciaire. Et pour une fois, la presse était de son côté. Oui, mais la police, elle a dû faire genre, merci Lana, bisous. Donc, elle s'est débarrassée du mec pour la LAPD, c'était parfait.
Dans les années à venir, des proches de Lana auraient déclaré qu'elle aurait avoué que c'était elle qui avait porté le coup fatal. Donc en fait, on ne sait toujours pas si c'était sa fille au ou Lana. Hollywood, les gens ont raconté une histoire Voilà. pour gagner des thunes. Exactement. Moi, je pense Bien que sûr. c'est clairement sa fille qui l'a fait. Et parce que sa fille a toujours dit, jusqu'à sa... Elle n'est pas morte, je crois, Cheryl. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle a toujours dit, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. En fait, le mec, il était abusif, etc. Et son coiffeur, le coiffeur de Lana, à l'époque, Eric Root, qui a écrit d'ailleurs des livres là-dessus, a dit qu'elle lui avait confessé, suite à une soirée dans un hôtel, elle lui a dit, j'ai tué cet enfoiré et je le referais si je devais. Et apparemment, elle lui aurait demandé de publier cette information si elle mourait avant lui pour innocenter sa fille. Mais lui, il s'est clairement fait un coup de pub de cette information. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Moi, j'ai du mal à... Mais bon, bref. Bon, après, si je suis entièrement honnête, si le gars l'a batté et que c'était aussi violent que ça, je pense pas que c'est une meurtrière. Non, moi, je pense vraiment que c'est ce qui s'est passé. En fait, les deux ont été assez clairs sur ce qui s'est passé et elles ont été... ça. Ben, en fait, Lana a toujours dit ce qui s'est passé et Cheryl a toujours dit ce qui s'est passé et ça a jamais Oui, trop moi changé. je pense que ça doit être la vérité parce que les gens qui viennent à Hollywood et qui racontent une autre histoire pour faire la une des journaux, on est d'accord Ouais, qu'il y en a plein. plein. Ouais. Donc, après toute cette affaire, donc tout le monde a été, en gros, innocenté, entre guillemets. Lana s'est encore mariée 2 fois, dont une fois avec, ça tu vas kiffer, avec un hypnotiseur qui avait un faux doctorat. Ah, ben, bien sûr, Génial. elle change jamais. Enfin, Lana, elle met le même manteau depuis Voilà. le début. Voilà. Que ça soit le premier ou le 8e, c'est le même. Chef's kiss. Hypnotiseur avec un faux Fucking doctorat. fantastic. Moi, je vois un hypnotiseur qui me dit qu'il a un doctorat. Lana. Je dis, prends-moi. Alors, notre prochain truc, c'est toi qui t'occupes de Insta et tous les autres réseaux sociaux parce que j'y suis pas. Mais le prochain, ça sera Lana. What the Fuck. Donc, Bichette. elle a également tourné des films encore, donc elle s'est pas arrêtée, sa carrière n'était pas terminée. Il y en a un qui a très très bien marché, où d'ailleurs il y avait eu, en fait, elle a, comment dire, elle a pris des parts sur les dollars, sur les bénéfices que ça allait avoir, et elle a touché énormément parce que ça a très très bien marché, alors que personne n'y croyait, mais c'était un peu trop autobiographique. Au goût de sa fille, c'était genre une femme qui s'entendait pas, il y avait une relation conflictuelle avec sa fille et tout. Oui, ça me dit quelque chose. Madame X, je crois que ça s'appelle. Et donc ça, voilà, ça a un peu compliqué, on va dire, leur relation. Et après des années d'alcool et de cigarettes, Lana a été diagnostiquée d'un cancer de la gorge et elle est morte à l'âge de 74 ans et Cheryl était à ses côtés. Et Cheryl est devenue, a sorti une autobiographie sur cette affaire et a toujours été claire sur le fait que c'était elle qui avait porté le coup fatal à Johnny Stompanato. Mais il y a toujours un doute qui est là, qui dit est-ce que c'est pas Lana et que du coup elle a dit que c'était sa fille parce que sa fille était mineure à l'époque et qu'il pouvait rien y arriver. Moi personnellement, Pourquoi Cheryl le dirait pas après sa mort? voilà, moi personnellement j'y crois. Je pense vraiment que c'est Cheryl qui a protégé sa mère en fait. Après la mort de sa mère, elle avait rien à perdre. Non, donc je pense vraiment que c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, c'était l'histoire de Lana Turner et Johnny Stompanato ou Johnny Steele. John Steele. Et je t'ai un peu épargnée parce que je savais que la dernière histoire t'avait un peu traumatisée. Ah, c'était horrible, mais vraiment, j'ai détesté cette Voilà. histoire. Donc là, j'ai voulu faire un truc un peu plus light. C'est gentil. Donc le prochain sera peut-être un peu plus hardos. Ah, arrête, je sais Non. même pas quoi je vais chercher. Parce que moi, je m'épuise à chercher parce que je veux pas des trucs trop dark, je veux des trucs un peu... Voilà, c'est compliqué. Donc, Moi, je vais chercher. j'ai plein de trucs dark pour les gens qui aiment ça. Bien. Voilà. Écoute, Il faut qu'on fasse plaisir à tout le monde. notre épisode à 2. Moi, j'ai envie de faire, pour le premier épisode à 2, tu sais ce que j'ai envie de faire comme affaire? Vas-y. Merde, attends. Alors, le vin, ça fait Le vin, la c'est pas mémoire. facile. Le vin, c'est pas facile. Tu sais l'histoire de la petite Little Miss? La petite Miss? Oh, what's her name? John Benet Ramsey. Yes! Yeah. Elle, j'ai envie que ce soit notre première. Écoute, j'ai déjà vu des trucs sur elle, mais pas tout. Mais ça peut le faire. Incroyable. Mais je croyais qu'on ne faisait pas les enfants. Ouais, mais c'est pas une histoire de viol, là. C'est... Oui. Elle a changé d'avis. Elle a changé d'avis. Ouais, mais elle est tellement incroyable. C'est comme le petit Grégory. non, mais moi, tu as dit ça dans un autre épisode qu'on faisait pas les enfants, donc moi, je savais pas. Non, qu'on en fait, faisait ça. je veux pas Moi, faire je les préfère enfants. pas. Je veux pas faire les pédophiles.
Non, mais, oh oui, ok. Voilà. Mais là, cette histoire est comme vachement triste. C'est une belle petite fille, mais je crois que les gens l'acceptent mieux parce qu'elle était Miss et alors, ça la rend justement femme. Et justement, ça m'agace. C'est affreux. Ben oui, c'est-à-dire le fait de lui peindre le visage lui a fait une femme. Garde et du ça. coup, on en parle. Garde tout ça pour quand on le mais fera. ça m'énerve. Parce que cette affaire est... Je pense qu'il y a Horrible. beaucoup de choses à dire sur cette Horrible, affaire. Parce que horrible. la manière dont ça a été Mais traité... on peut faire le petit Grégory, si tu veux. Allez, moi, Parce que cette histoire, elle m'a... Moi, je la connaissais pas, en fait. Quand la série Netflix est sortie, je l'ai regardée. Ils avaient dit, ah, tu connaissais pas? Ben non, je connaissais pas. Et vraiment, elle est comme... En fait, en vrai, l'histoire que tu as racontée la semaine dernière, le petit Grégory, ça doit être les deux celles qui me dérangent le plus au monde. Donc, on fera pas le petit Grégory. Je reviens. Pardon. Moi, je pense que le petit Grégory... Oh, on a dit non! J'ai dit non. Et Jean-Benet Ramsey, c'est très, très équivalent dans le sens où il y a eu des gros problèmes d'enquête. Oui. Ah, ouais, ça, c'est clair. Donc, Mais je bon, pense que c'est John intéressant. Ramsey, c'était plus récent, je pense, que le petit Grégory, non? Je sais plus. Non, je pense que c'est à peu près la même époque. Bref, merde. Mais c'est assez intéressant dans le... Allez, les flics. Allez, les flics. Non, voilà. Merde. Non. Tu peux leur dire notre webmail Alors, truc, j'ai posté un petit truc sur Instagram. Si vous nous suivez pas, suivez-nous sur notre page Instagram des Meurtres et du Vin. On est aussi sur Twitter. Et je crois que j'ai réussi... Tu as réussi à faire marcher Twitter? Oui, c'était pas facile. Ok. J'aime pas trop. Et je crois que j'ai réussi aussi à faire une page Facebook. Mais sur Instagram, c'est là où je serai le plus active parce que c'est pas facile. Hein, et c'est si vous avez des histoires, des histoires de votre ville, village, etc. et que vous voulez nous en parler, vous pouvez nous écrire à desmeurtresduvin@gmail.com et nous, on se fera un plaisir de lire votre histoire en ligne Et éventuellement de la raconter. et de la raconter et peut-être de la résoudre. Comment te dire? Vous dire, pardon, je vous ai tutoyé. Donc, Oui, voilà. peut-être pas. Mais en tout cas, de la raconter sur. Et après, on est sur toutes les plateformes. D'écoute, de podcast, Spotify, Deezer. Deezer, me Amazon souviens plus des Music, nanana. Apple. Allez voir Enfin, sur blablabla. sur notre Instagram, il y a C'est des le meurtres et du vin. podcast. Yeah, baby. Allez, sur ce, It's been fun. I love you. Love you too. Bonne soirée. Et sur ça, Si t'aimais ça, like and subscribe.